Elle s'appelait Aurore Dupin, mais elle a surtout été George Sand, une femme de lettres, libre et de caractère, indissociable du Berry, où je vous emmène aujourd'hui. Vous allez voir comme c'est beau. Nous partirons dans l'Indre avec une première halte à Nohant, dans ce Berry authentique dont la beauté et la lumière inspireront tant l'auteur. Entre George Sand et cette demeure achetée par sa grand-mère, c'est une histoire d'arrachement et de retrouvailles, dont Vinciane, mon guide, connaît tous les secrets. Nous irons à Gargilès, un village cher au cœur de l'écrivain, dans l'atelier de Catherine Liénard, restauratrice. Vous êtes la reine du lifting, hein? C'est ça, oui. Dans sa grange aménagée en salle de spectacle, le musicien Cyril Huvet me fera découvrir un piano sur lequel Chopin aurait pu jouer. On filera ensuite vers Sainte-Sévère, un village berrichon indissociable du jour de fête de Jacques Tati. Il est à peine 8 h ce matin et Colette est à l'œuvre depuis longtemps lorsqu'elle m'ouvre les grilles du domaine de Nohant. Depuis 30 ans, c'est elle qui gère la maison de George Sand. Du précieux mobilier au délicat bouquet, chaque matin, cette petite main de l'ombre, précieuse, veille sur cette maison comme sur la sienne. Tous les bouquets de la maison, qui les fait alors? Moi. Non. Si. J'ai fait hier une grosse partie déjà. Et puis là, je vais en faire un pour vous. Ah bah ouais, je peux vous aider? Si on va aller chercher des fleurs. Oh mais oui, mais quel bonheur, aller chercher des fleurs dans le jardin de George Sand pour faire des bouquets. Voilà. Le rêve. On a de la chance avec la lumière, non? C'est vrai, là. Il y a certaines fois où je ne dis rien du tout, mais c'est pas juste. Oh, là, ce matin, c'est féerique. George Sand s'est beaucoup inspiré de ce jardin à son image. Sauvage et romantique, foisonnant et à peine domestiqué par l'homme. Une véritable source d'inspiration pour Colette et ses bouquets champêtres. J'ai aperçu dans vos bouquets, vous aimez bien mélanger tout. Hein. Pas que, vous ne mettez pas que des fleurs, vous mettez des feuillages aussi. Oui, beaucoup. Moi, j'aime bien la verdure. Donc je trouve que c'est plus joli que si je mets que des fleurs aussi. Et puis c'est très romantique. On est quand même sur un territoire on ne peut plus romantique. Hein. Tout à fait, on ne peut pas faire mieux. Je peux en prendre un petit peu. Ah, c'est de la lemon double. Oui, elle est très belle celle-ci. Ah ouais, c'est très très beau. Voilà. Bon, alors allons-y. Le jardin fut classé remarquable pour le lien qu'entretenait l'écrivain avec ce parc. Elle y fit planter 2 cèdres à l'occasion de la naissance de ses enfants, Maurice et Solange. C'est dans son jardin aimé, dans le petit cimetière familial qui borde le domaine, qu'elle choisit de reposer le 8 juin 1876. C'est une maison qui est classée. Voilà, tout à fait. Donc il faut faire très attention. Comme je suis responsable des collections, donc je suis un petit peu pointilleuse sur certaines choses. Donc voilà. Donc là, je ne mettrai pas maintenant, je mettrai pas avant midi. D'accord. Pour ne pas que la rosée du matin tombe sur la table. Et l'abîme. Hein. Et l'abîme, voilà, tout à fait. Vous devez être vigilante et faire attention à tout ça. Voilà. La lumière, l'eau. Voilà, la lumière. Quand il y a trop de soleil, souvent, je referme un petit peu les fenêtres parce que ça abîme les murs. Il n'est peut-être pas très très beau là. Hein. Il est magnifique. Moi, je suis sûre que Georges le trouverait très très beau. Vous pensez tout le temps, lorsque vous faites ces bouquets ou que vous vous occupez de la maison, que c'était la maison de la bonne dame? Hein? Oui. Ah ouais? Ah oui, on est obligé d'y penser quand même. On est avec elle en permanence quand même. Bon, on va le mettre où ce bouquet? Je sais pas. Je pars devant? Allez-y. On va chercher une petite place. C'est la grand-mère de George Sand, Marie-Aurore Dupin de Franqueuil, fille du maréchal de Saxe et petite-fille du roi de Pologne, qui achète la maison et s'y installe en 1793. Une maison dans laquelle l'auteur passera toute son enfance avant de s'y installer avec sa famille. Un lieu d'écriture pratiquement exclusif pour cet auteur prolifique qui trouvera ici un refuge convivial et d'émulation artistique intense. Je trouve que le salon, c'est vraiment le témoin qu'on n'est pas dans un musée, mais qu'on est dans une maison de famille. On est chez Georges. Oui, c'est vrai, parce que c'est une pièce qui est restée comme elle l'a connue. Et il y a qui alors? Alors, donc le portrait de George Sand, voilà, nous on le met un petit peu en avant sur le miroir là. Donc ça c'est un portrait très célèbre, le plus célèbre de tous. Et puis au même moment qu'elle pose pour ce peintre là, elle a 34 ans, elle fait poser les enfants. Donc une photo de famille, voilà, en 1838, Maurice a 15 ans, Solange a 10 ans.
Elle vient de quitter son mari, elle assume la charge des 2 enfants, l'éducation, elle est au summum de sa gloire. Cette maison a été dans la famille depuis très longtemps. C'est sa grand-mère qui l'achète. Ouais. Elle l'achète en 1793, elle quitte Paris. C'est la terreur et vu la position qu'elle a dans la société, vu qu'elle est la fille de cet aristocrate, elle est trop en danger. Donc elle vient se mettre voilà, elle se réfugie à l'abri dans le ici, Berry. c'est ça. Ouais. Et Georges se prend d'amour pour cette maison. Elle y arrive, elle est toute petite, elle est enfant. Oui, parce qu'elle a été confiée par sa maman à cette grand-mère paternelle. Elle a 4 ans, 5 ans. Donc elle a grandi ici avec sa grand-mère et c'est un cadre de vie qu'elle a connu dès son plus jeune âge. Donc c'est affectif, c'est son enfance, quoi. C'est ce cadre-là d'une enfance assez heureuse, assez libre. Et ça compte sûrement beaucoup dans l'importance que ce lieu toujours a eu pour elle. C'est pour ça qu'elle ne l'a jamais quitté vraiment? Non, elle ne peut pas quitter Nohant. C'est l'endroit où elle se trouve le mieux au monde. C'est son nid. Et c'est ici que naît quasiment l'ensemble de son œuvre, souvent inspirée par la campagne berrichonne et sa douceur de vivre. Dans ce boudoir un peu sombre, sur un minuscule bureau. Donc le boudoir au sein duquel on est là, c'est une pièce un peu spécifique pour George Sand. C'est une petite pièce au sein de la maison dans laquelle elle a décidé de s'installer pour dormir, finalement pour écrire assez vite. Mais ce n'est pas la période de sa vie la plus amusante. Voilà, elle a dormi là parce qu'elle vit encore avec son mari, elle est sous tutelle maritale, c'est lui le patron ici, c'est lui qui commande. Seulement, on est sur les dernières années de vie commune. Elle va bientôt partir à Paris, elle veut être publiée. Seulement, ils ne peuvent plus vivre ensemble. La vie, elle devient tous les jours plus pénible. C'est plus délicat tous les jours pour elle d'arriver à supporter ce rapport de force entre elle et lui. C'est pour ça qu'elle dort ici. Est-ce que du coup, sa propre vie et ses relations difficiles avec son mari l'ont aussi amenée à être ce qu'elle a été, à savoir essayer de défendre le droit des femmes, les droits sociaux, de devenir de plus en plus libre, les mythes révolutionnaires? C'est sûr, parce que les femmes mariées sont sous tutelle des maris et pour elle, c'est insupportable. Alors qu'elle est dans la maison de sa grand-mère. Elle est chez elle, mais c'est lui le maître. Il a l'autorité d'un père sur sa femme. Et elle ne comprend pas qu'une femme ne puisse pas avoir une majorité juridique. Et il n'y a pas assez d'harmonie au sein du couple. Elle le vit comme un rapport de force et c'est insupportable. Alors on sait un peu effectivement quelle femme elle a été. On connaît moins d'elle, la maman que George Sand a été. Elle était comment? Elle a réussi à être maman tout en menant une carrière incroyable pendant presque 50 ans. Donc je pense que ça fait d'elle une des meilleures mamans artistes du 19e siècle. Elle est assez proche des enfants, oui. George Sand reçoit ici de nombreux visiteurs. Ses amis fidèles, berrichons ou parisiens, Liszt, Chopin, Balzac, Dumas, Flaubert, Delacroix. Mais les loisirs sont peu nombreux au cœur de ce Berry, au milieu du 19e. On est dans les années 1850 et George Sand, sa famille, ses amis passent habituellement toutes les soirées au salon. Voilà. Alors ils dînaient tôt, ils se couchaient tard, ils se couchent vers minuit à peu près. Et donc tous les soirs, ils font à peu près les mêmes choses. Donc une fois de temps en temps, pour sortir de cette routine-là, ils se sont offert le luxe de faire du théâtre. Et la pratique des marionnettes, c'est son fils qui l'a fait naître et de manière mais vraiment complètement spontanée. Un soir, c'était plutôt un soir d'hiver, ils avaient dîné très tôt, ils étaient au salon, comme d'habitude. Et Maurice, qui a 24 ans quand même déjà, il est avec un ami, un copain à lui. Donc ils ont bricolé rapidement des petites poupées de bois, de chiffon, comme ça. Et puis ils ont inventé une histoire en 10 minutes. Et ils se sont cachés derrière une chaise en manipulant leurs petites marionnettes. Et ça a fait rire tout le monde ce soir-là sûrement. Et George Sand a trouvé l'idée franchement bonne. Et du coup, elle lui a donné une liberté totale après, pendant 25 ans. Il est super créatif, Maurice. Très, très, très créatif. Bon, il a pu tenir en même temps. Oui, aussi. Il a été à bonne école. Si elle aimait profondément ses 2 enfants, le caractère indépendant de sa fille l'éloignera peu à peu de sa mère. George Sand ayant toujours été plus proche de Maurice, collectionneur, auteur, peintre, pour qui George Sand aménagera un véritable atelier au dernier étage de la maison. Un lieu confidentiel que me dévoile Vinciane. Waouh, j'adore! Incroyable ce lieu-là. Oui. Voilà, on est chez Maurice. Ah oui, ça c'est un vrai atelier d'artiste. Voilà. La fenêtre avec la lumière qui rentre parfaitement. Là-haut, c'est un petit coin de peinture, c'est quoi? Oui, mais voilà, la même fenêtre de toit au sud. Et puis oui, un petit espace réservé à la peinture. Ouais. Mais ça, c'est la pièce rêvée pour n'importe qui aime
créer, collecter? C'est quoi, un cabinet de curiosité? Oui, parce qu'en dehors de ses activités de peintre qui sont déjà bien intenses, Maurice c'est un naturaliste averti. Là, on voit les dessins que Maurice s'appliquait à réaliser, parce qu'à chaque fois qu'ils vont se promener sur un site, lui, il emmène les carnets de dessin, hein, il n'arrête pas de croquer, Elle l'incitait à cultiver son esprit créatif, hein. C'est comme un virus qu'elle lui a donné, je pense. Hein. C'est inhérent à Maurice, je pense, cette activité artistique et créative d'une manière générale. George Sand était aussi une grande cuisinière. Elle a laissé derrière elle divers recueils de recettes, de quoi inspirer de nombreux chefs. Éric Gollon et Berrichon est cuisinier. Comme elle, il ne jure que par les produits du terroir. Bonjour Eric. Salut Eric, ça va? Ça va, Gilles, la forme? Ouais, on va voir tes bêtes pour ta prochaine carte. Allez. Quand Éric Gollon se rend chez ses volaillers, la visite commence toujours par la star locale, la poule noire du Berry. Ah, il y a de lait. Ouais. Donc, tu vois, ça Nos va. petites poules noires. Quand je les ai, en général, il n'y a plus les plumes, moi. Ouais. On l'imagine déjà dans l'assiette. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Ah oui, ça donne des idées. Hein. Ouais, sympa. Alors la poule noire, on a une crête qui est super dessinée. Ce plumage noir avec ses reflets légèrement bleu-vert. Et puis les pattes noires écaillées. Dans les livres de cuisine de George Sand, on retrouve les recettes traditionnelles du poulet noir du Berry, un poulet au vin rouge avec une liaison au sang. Tout comme George Sand, Éric Gollon ne cache pas son intérêt pour la poule noire. Et lui aussi la préfère dans son assiette. C'est bon, là, il y a tout. Rajoute une pointe de cidre, de ce vinaigre de cidre, ouais. Juste un tout petit peu. Et Guillaume, t'as ton caramel de banane, là, qui est prêt, hein. Pois gourmand, la poule, les ravioles. On va faire une raviole ouverte de poule noire aux petits légumes et à l'estragon. Donc voilà. Une recette originale pour un produit traditionnel. Éric Gollon aime revisiter les grands classiques pour une cuisine renouvelée. Un peu comme George Sand. C'était une femme avant-gardiste, donc je pense qu'elle aurait peut-être fait mieux encore. C'était quelqu'un de moderne et qui avait peur de rien, quoi. Donc bon, on copie un peu, mais voilà, on n'égalera jamais. La ligne de conduite de ce chef est simple. C'est 100% maison. Il n'y a que le pain qu'on ne fait pas parce que le boulanger le fait mieux que nous. N'utiliser que des produits de saison et mettre en valeur le terroir. La lentille du Berry, tendre, goûteuse à souhait. Le cendre de Loire, ferme et savoureux. Éric Gollon trouve son inspiration dans les produits et la rencontre avec les producteurs locaux. Tous ces gens qui sont un peu passionnés de leur terroir, de leurs produits, et qui font que on discute pendant des repas et ça donne des idées, des échanges, et c'est surtout comme ça que ça fonctionne, quoi, à l'humain. Un zeste d'humanité, le goût des belles choses aussi, une harmonie de couleurs et de saveurs. Éric Gollon sait satisfaire tous les sens et ravir les papilles. Direction Gargilès, à une 50aine de kilomètres de Nohant, entre Indre et Creuse. C'est lors d'une promenade avec Alexandre Manceau, son dernier amour, que George Sand découvre ce village. En 1857, Manceau lui offre une petite maison qui deviendra un de ses lieux de villégiature préférés. C'est lors de vacances dans le village en 1972 que Catherine Liénard, native du Nord, découvre Gargilès. Depuis 40 ans, elle encadre et restaure les œuvres des grands peintres de l'école de Crozant. C'est le fait d'être ici à Gargilès qui a amené la restauration d'art. Oui, je pense, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de demandes. Étant donné qu'on est dans une région où la peinture passe avant beaucoup de choses. Donc les clients ont toujours, les collectionneurs, les amateurs de peinture de l'école, de cette fameuse école de la vallée de la Creuse, fréquentent facilement l'atelier pour des petites réparations, des nettoyages, des choses comme ça.
Bon, en même temps, quand vous êtes arrivé ici, à Gargilès, dans cette maison qui appartenait à Léon de Troyes, qui était un peintre, forcément, il y allait avoir un lien avec la peinture. Hein. Automatiquement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'installer ici. C'était c'est pour ça. Oui, les lieux étaient quand même assez inspirants. Et puis la vie à Gargilès, la vie avec une multitude d'expositions, de peintres différents. Donc c'était presque indispensable qu'il y ait une encadreuse dans le village. Dis donc, c'est Regardez coloré, là, ça. justement, là on est dans une peinture d'Eugène Alluot, qui était un peintre justement de l'école de Crozant, de l'école des peintres de la Vallée de la Creuse. C'est vous qui avez barbouillé Voilà, non, c'est que là, ils avaient fait un drôle de cadre, et si bien qu'ils avaient vissé, ils étaient passés à travers. Ah, c'est pas Donc mal, on hein. avait juste un petit trou. Donc le petit trou, je suis allée mettre une pièce délicatement par derrière. J'ai remastiqué. Maintenant, on va réajuster un tout petit peu le mastic pour qu'il ne reste que dans la petite lacune. Et puis après, on va faire des retouches. Oui, alors Des dit retouches comme de ça, peinture. ouais, ça a l'air Dit super comme ça, facile. c'est très Ouais. facile. Sauf que là, moi, je vois juste une grosse tache blanche Oui. au milieu de la toile. Non, hein. mais elle va se nettoyer de la tache blanche. Je vais vous montrer si vous voulez. Ah bah Je vais oui, vous là, montrer, faites-moi je un vais tour vous- de passe-passe. Je vais hein. vous montrer un tout petit peu comment, si j'ai mon petit, si j'ai ma petite peau de chamois, je vais vous montrer comment je peux peut-être commencer à nettoyer un petit peu. On y va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Oh, vous me Voyez. bluffez, là. hein. Voilà. Et comment vous allez complètement le masquer, alors Eh ben là, je vais le masquer avec de la peinture. Ah, vous allez peindre par-dessus. Et je vais peindre juste là. Je vais jamais peindre sur l'original. hein. Je Non, vais mais bien vite- sûr. voilà, mais je il vais n'y a juste- pas des voilà. moments où vous avez un peu la trouille quand Non, même non, parce que si je rate, je recommence. Bah oui, enfin, ça paraît tellement simple. C'est pas difficile, c'est toujours réversible, donc on peut pas faire de bêtises. Ah bah vous êtes rassurante, parce que ouais, non, moi je pense pas que je l'aborderai avec autant de sérénité quand même. hein. Mais là, c'est des petites choses, quoi, mais des petits trous, donc c'est pour ça il faut pas s'inquiéter. Ce que je dis toujours aux clients, ne vous inquiétez pas, si vous avez votre toile est percée, il faut pas vous inquiéter, on pourra toujours arranger. Je reprends la route vers Chassignol. Nichée en pleine campagne berrichonne, la Grange au piano, c'est la maison et le lieu de travail du pianiste Cyril Huvet. Son port d'attache depuis 10 ans, un lieu qu'il a souhaité comme une résidence d'artiste, à l'image des maisons de peintres ou d'écrivains. Ici, il organise des masterclass, des concerts et veille sur son imposante collection. Vous êtes pianiste, musicien, et en même temps collectionneur. Là, il y en a un peu partout, à partir Oui. de 3-4 pianos comme ça, on peut dire que vous êtes collectionneur, non? On peut dire ça, oui. faut c'est avoir pas une pour- grande c'est maison. pas- voilà, c'est pas pour le plaisir de la collection, c'est surtout pour parce que le piano a beaucoup évolué et en fait, il y a une grande diversité, donc il faut en avoir plusieurs pour s'en rendre compte, évidemment. Celui-là, c'est le plus vieux. Il a 200 ans exactement. Ça sonne un peu piano, ça. Mais oui, puis vous avez Il y a 2 siècles, donc, à peu près. oui. Et l'autre là-bas, il a l'air un peu bizarre, non? Voilà, alors ça c'est un piano très spécial qui a été fabriqué à la fin du 19e siècle en France par Pleyel, et une grande fabrique de pianos. Et ils avaient inventé le fait d'avoir un clavier de chaque côté qui permet de jouer à 2 ou à 4 pour pouvoir jouer toutes les œuvres qu'on joue à plusieurs, en fait, ou les réductions d'œuvres symphoniques. Je crois que j'en ai jamais vu. On appelle ça comment, un double piano? Un piano, oui, un double piano, oui, un D'accord. piano à double clavier. Vous voulez pas aller essayer de l'autre côté? Ah, mais moi, je joue pas de piano, Non, moi. mais si, je suis sûr que vous allez. Vous voyez, bravo. Entre 1837 et 1847, Frédéric Chopin partage la vie de George Sand, très souvent dans le Berry, où la lumière et le calme l'inspiraient. Une relation tumultueuse qui marqua profondément le compositeur et que l'on perçoit dans sa musique. On est dans la patrie de George Sand et forcément Chopin n'est pas loin. Il aurait pu jouer sur quel type d'instrument, lui? Alors lui, il aurait plutôt pu jouer sur celui-ci. Ouais. On dit qu'il aimait mieux les Pleyel, mais enfin celui-ci, c'est l'autre marque de piano qui était Erard, Sébastien Erard, le grand facteur de piano français, et qui a inventé beaucoup de choses dans
les mécanismes du piano, ce qui a donné en fait le piano moderne après. D'accord. Vous êtes intéressé un petit peu en arrivant au travail de Chopin et à son influence du Berry sur sa musique? Oui, je pense que le Berry a beaucoup influencé Chopin quand il était là par la qualité de lumière, à mon avis, et par le calme, et puis oui, la luminosité, parce que Chopin aimait beaucoup l'Italie. Et en fait, il y a quelque chose d'un peu italien ici, dans la couleur du ciel, je trouve. Très joyeux, très lumineux. Là, c'est quand tout allait bien avec Georges. Ou alors, sinon, quand il était plus tourmenté. Bye bye Chopin, Sand et le 19e, en route pour le 20e siècle et Sainte-Sévère, à 10 km de là. J'ai rendez-vous avec Arnaud Métivier, directeur de la maison de jour de fête, comme le film de Tati. Aujourd'hui c'est jour de marché et je vais être un peu en retard. La faute au terroir. Ça c'est vache? Chèvre. Ah, j'avais une chance sur deux. Tous les œufs que vous voyez là, c'est des œufs... C'est vous qui les pondez? Ah non, non, pas moi, non. Non, non, c'est des œufs de basse-cour. De basse-cour. Et voilà. Merci beaucoup. On va se passer entre. À bientôt. Bien, merci. Au revoir. Bonjour Arnaud. Bonjour Sylvie. On est en plein décor de cinéma là. Exactement. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est une place cinématographique. Hein. C'est donc, vous êtes à Sainte-Sévère, donc le lieu où Jacques Tati a tourné son premier film Jour de fête. C'est une drôle d'idée ça quand même, de venir tourner un film dans un village perdu. C'est une drôle d'idée, et disons qu'il est tombé amoureux de ce village. Tu me racontes un peu l'histoire? Alors, l'histoire, donc en fait, Jacques Tati est arrivé ici pendant la guerre pour échapper au STO. Il est venu avec un de ses amis qui avait de la famille au Marambert, un petit village près d'ici. Et du coup, ils se sont sentis en sécurité, bien accueillis, donc ils sont restés à Sainte-Sévère. Et au bout de quelques mois, lorsqu'ils sont repartis, Jacques Tati a dit aux habitants du village « Je reviendrai et je vous ferai un cadeau ». Et il a tenu sa parole. Hein. Il a tenu sa parole. En 1947, il est revenu et il a tourné son film Jour de fête. Ouais. C'est un beau cadeau quand même. Hein. C'est un très très beau cadeau. Ici, nous avons reconstitué un bureau de poste de l'époque. Comme dans le film. Hein. Comme dans le film. C'est le bureau de François en fait. C'est le bureau de François. Il était juste là-bas. Et donc tu peux voir, tous les détails sont vraiment de l'époque. Genre si je décroche. Hein. Si tu décroches, tu vas avoir des petits extraits du film. Je me suis énervé. Oh, faut pas vous Ah bah, je me suis énervée. Faut pas vous mettre dans des états pareils avec l'accent. Avec l'accent comme en berrichon, 47, quoi. bien entendu. Voilà, donc à la maison de jour de fête, on a reconstitué les studios d'Épinay-sur-Seine, où a été tourné le film Jour de fête. Donc, voilà. Comme dans un vrai studio. Comme dans un vrai studio. Et nous allons aller au plateau 3, le lieu du Café Bondu. D'accord, il y en avait combien de plateaux? Il y en avait 5 ou 6. Ah oui, quand même. Voilà, donc là on se retrouve c'est génial. Dans le Café Bondu, complètement reconstitué. Tout est d'origine hein. Presque tout. Presque, hein. Presque tout. Il y a eu des reconstitutions et beaucoup de choses, dont le clap, qui se trouve juste ici. C'est le vrai clap de C'est Tati? le vrai clap du film. Mais comment vous avez récupéré tous ces objets? Alors, c'est Pierre Delle. Voilà. Pierre Delle. Je peux l'avoir dans les mains. Tu peux le toucher, oui. Est-ce que je peux... Un rêve devient réalité. Tati, combien de jours? 4032 jours. Il y a combien de spots en fait qu'on peut visiter? Voilà, on a 15 points autour du village, dans le village et autour du village.
Et après, on propose également 2 balades à vélo, donc l'une sur Feuzines et l'autre sur Pouligny-Notre-Dame, où a eu lieu également des scènes de tournage. Ok, c'est à combien d'ici? Oh, les deux font une dizaine de kilomètres. Eh ben on va se les faire. Allez, c'est parti. Allez François, on fait la course. Hop. Donc ici, il y a une scène du film. Du coup, toutes les scènes majeures sont répertoriées dans ce plan, c'est super pratique. Hein. Complètement. Avec Vous la avez petite vraiment- photo. On retrouve vraiment toutes les scènes du film. Ouais. On continue?